Valérie se rend dans l'unité vétérinaire où se repose le bataillon d'autruches. L'oiseau blessé à la tête a reçu une opération. Valérie ne sait pas si sa puce est toujours implantée. Une étrange énergie se dégage des oiseaux. Ils semblent le comprendre et vouloir lui obéir alors que leurs puces ne sont pas actives. Il se remémore son passé de soldat dans la guerre contre la Russie et se demande quel avenir il pourrait avoir en dehors de Neom, cette ville mystérieuse qui semble dotée d'une conscience qui lui échappe. Al-Wissadah est un enchevêtrement de terrasses posées sur de frêles structures métalliques, un mélange de bâtiments en bois et d'espaces ouverts qui flottent au-dessus du désert grâce à des tubes étonnamment fins comparés à la taille de la structure globale. Une illusion d'optique délicieuse pour les usagers qui ont confiance en l'architecture de Neom. On pourrait croire au nid d'un oiseau démesuré, maintenu en l'air par une poignée de brindilles. Dans les cuisines du Jade Lagoon, des robots s'activent à emplir des woks pour les agiter au-dessus de flammes déchaînées, avant d'en déverser le contenu fumant dans des assiettes carrées et creuses, évitant d'entacher les bordures avec la sauce via des gestes lents, puis à nettoyer sommairement l'intérieur de ces profondes et fines poêles enduites d'huile bouillante pour recommencer le processus de cuisine. Les serveuses, des humaines qui portent le siwalai, une robe traditionnelle thaïlandaise normalement réservée pour les mariages, avec une large bande d'étoffe ouvragée qui barre leur poitrine en diagonale, viennent récupérer la nourriture déposée par des bras mécaniques surmontés de caméras sur un grand comptoir lisse en aluminium. Elles s'étonnent de voir débarquer Valérie, mais aucune n'ose le déranger. On n'accède pas par hasard aux unités d'habitation de Neom, et il n'est pas question de froisser un client ou un éventuel critique culinaire. Elle s'écarte donc sur son chemin, le laisse avancer dans la cuisine. Ils sont deux, en tenue de travail respirant en matière synthétique, à veiller à la maintenance des robots. Un Chinois osseux à large crâne et fine mâchoire, qui lève les mains en l'air en apercevant Valérie, l'air presque coupable. Jean-Édouard, penché sur une tablette à vérifier des données chiffrées, qui ne voit pas son bienfaiteur arriver. Le Français sursaute lorsque la main de l'Ukrainien se pose sur son épaule. « Prends une pause, viens avec moi dehors, on va discuter. » Jean-Édouard aimerait dire non. C'est son premier jour de travail, il n'est pas encore assez à l'aise pour oser s'absenter. Mais il croit encore que Valérie a les pleins pouvoirs sur sa destinée. Le fâcher serait plus dangereux encore. Toujours raide, l'épaule presque collée à son oreille, il se lève et ouvre la voie, à contre-cœur. Les jets de climatisation extérieure leur offrent, dans la nuit du désert, une bulle thermique à 20 degrés Celsius. Une élégante femme mûre, la quarantaine, en robe à volants de soie vert kaki, les fins cheveux blonds coiffés en un élégant carré dégradé dont les pointes, à l'avant, frôlent ses clavicules nues et la peau bronzée de son décolleté, fume une fine cigarette en regardant, étonné, l'homme ténébreux en costume gris sombre qui se tient à l'écart et interroge un technicien. « Je vous ai tout dit. On m'a jamais annoncé le nombre de gens qu'il fallait pour que je dirige pour l'attaque. J'avais un point pour les récupérer, à Singapour, une feuille de route, et c'est tout. D'ailleurs, tout ça, vous le savez déjà. » Valérie met un moment à considérer les paroles de son ancien indique qui parle vite. Pour sa part, il manque de pratique avec le français. Plus que les mots, c'est l'émotion du technicien de cuisine qui l'entend. L'autre dit tout ce qu'il sait. Il a accepté un deal dans l'espoir d'une place à Neom et maintenant qu'il a été payé, il vit la précarité du parvenu, terrorisé à l'idée de perdre sa fortune acquise depuis peu. Au hasard, il pose une dernière question. Est-ce que quelqu'un agissait bizarre? Bizarre? Comment ça? Pas normal, pas comme les autres. La question du mystérieux 21e prisonnier, celui que Sergio n'a peut-être pas déclaré, celui qui a disparu des écrans. Jean-Édouard réfléchit péniblement, comme si ce souvenir de l'attaque risquait de le faire déchoir de Neom, de l'expulser d'Al-Wissadah, de le faire s'écraser sur le sable en contrebas. Heureusement pour lui, des vitres anti-suicide sont disposées tout autour de la terrasse. Maintenant que vous le dites, il y en a un. Il m'a dit... On se revoit là-bas. C'était avant qu'on traverse le désert. Il avait l'air d'en savoir plus, j'ai pas compris, et puis... J'ai pas eu le temps de le questionner. Il y avait les autres, je devais avoir l'air neutre. Puis après, vous étiez là, j'ai attendu la Jeep, là où vous m'aviez dit. Je n'avais pas de vue sur les prisonniers. Je sais pas ce qu'il est devenu. Valérie, commençant à comprendre, remercie sans y réfléchir Jean-Édouard qui a le bon goût de disparaître rapidement, de retourner vers sa cuisine s'occuper de la maintenance des robots. Un autre du commando s'est fait offrir une immunité contre un service.
Qui lui a offert cette immunité et dans quel but? Valérie est tirée de sa réflexion par la femme en robe à volant, qui a fini sa cigarette et passe devant lui pour emprunter la porte coulissante. « Pourquoi parler avec le personnel? C'est en dessous de vous, demande-t-elle sans attendre de réponse, adressant un dernier sourire avant de disparaître. L'INSEE a passé la journée à faire du shopping, mais le salaire de Valérie ne lui a pas permis de faire des folies, et elle semble presque lui en vouloir à table, énumérant toutes les pièces magnifiques qu'elle a prises en photo sans pouvoir les acheter. Pour le moment, il a plus important à penser, il se contente de froncer les sourcils, d'acquiescer parfois, sirotant une noix de coco. « Tu écoutes ce que je dis? Tu as l'air ailleurs. »« Je le suis. Il y a de la tension au boulot en ce moment. Mais t'inquiète pas, je vais tout régler. » Il parle de manière automatique, les mots sont formulés, il les entend vaguement à mesure que sa bouche les prononce. Jusqu'à présent, il a toujours tout réglé, du moins chaque fois qu'il l'a annoncé. Mais cette fois, tout est trop incertain et cela le ronge. Il a du mal à partager son attention entre sa compagne, le contenu de son assiette et son esprit de tacticien qui cherche désespérément à combler les trous, à anticiper chaque scénario pour préparer toutes les réponses, toutes les parades envisageables. La main douce de l'INSEE vient à la rencontre de la sienne. Elle le regarde, attristée. Ce n'est pas de la compassion pour ce qu'il traverse, mais une tristesse sincère. « Essaie de profiter un peu, chérie. C'est pas tous les jours qu'on dîne au restaurant. Qui sait... » Mais il est trop préoccupé pour lui demander de finir sa phrase, trop préoccupé pour tenter de deviner l'origine de cet air de mélancolie inhabituelle chez une âme joyeuse comme l'INSEE. Elle a le visage des regrets, lui le front plissé par une réflexion qu'il n'a plus les moyens, à cette heure-ci, de mener. La journée a été longue. De retour vers leur unité d'habitation, ils n'échangent aucune parole. Elle regarde l'écran de son téléphone, lui les ombres des dunes défiler de l'autre côté de la vitre, espérant recevoir une inspiration divine, un éclaircissement soudain sur l'affaire en cours. Mais Dieu, ce soir-là, préfère rester muet. Ce n'est que 5 jours plus tard que l'alerte est donnée, tandis que Valérie progresse lentement le long de la grande piscine de Néom par brasse coulée. Son bracelet connecté vibre et, en découvrant la notification, il se dépêche de sortir de l'eau, n'hésitant pas à courir jusqu'au vestiaire. L'urgence voudrait qu'il ne prenne même pas de douche, mais quelque chose lui dit que l'urgence n'est, au fond, pas si urgente. Une quasi-semaine de recherche, de préparation stratégique n'a rien donné de probant. Au mieux, elle a affiné une hypothèse crédible pour le prisonnier disparu. Ce gros lard de Sergio avait lui aussi un indice. Comme ça ne fait pas partie de ses prérogatives, le système automatisé n'a rien détecté. Si Sergio a de quoi prouver au système qu'il a, mathématiquement, amélioré la paix de la ville, un écart comme celui-ci lui sera pardonné. Alors que l'eau brûlante coule sur son corps congestionné, il se frictionne vivement au savon à la fleur d'oranger. Cette douche a l'odeur des départs, c'est mauvais signe. Au fond de son sac de sport, une tenue antitranspirante pour le désert l'attend. Il l'enfile, après quoi il passe une veste de costume beige, dans la poche intérieure de laquelle est rangé l'émetteur. D'un pas rapide, il se rend aux ascenseurs et une fois au sous-sol, il synchronise sa montre avec le système de guidage de la première Jeep qu'il trouve. Le véhicule sort lentement du garage climatisé, puis accélère, une fois dans le sable chaud du désert, ses chenilles brassant des hectolitres de sable. L'écran du GPS indique une erreur et refuse d'afficher la destination de Valérie. Une voix en anglais lui indique qu'ils sont en urgence tactique et qu'il n'a pas les autorisations pour connaître sa destination. L'entourloupe redoutée commence à dévoiler ses contours. Normalement, ses autorisations, il les a, et même bien plus. S'orientant comme il le peut le long de la ligne de la ville, puis avec des repères familiers dans le désert, il reconnaît de grands pics rocheux, il s'étonne d'être dirigé vers son unité d'habitation. Il s'était attendu à bien des choses, mais pas à cela. Il considère ses options niveau armement. Un couteau de combat dans sa botte gauche en extérieur. Il s'est entraîné à la déployer en ramenant sa jambe après un coup de pied défonçant au niveau de l'abdomen ou du plexus. Cette procédure nécessite un premier geste discret, de faire semblant de fouiller dans sa poche pour remonter son pantalon. L'arme en main doit demeurer cachée. Si une caméra aperçoit la lame, elle conclura à un usage létal de la force et commandera aux mitrailleuses de le transpercer. Bien sûr, il y a l'émetteur. Avant de l'utiliser, il ouvre la boîte à gants réfrigérée de la Jeep et y trouve une bouteille d'eau qu'il saisit. Ainsi, il peut faire un premier test sans risquer d'arriver trop déshydraté devant ses ennemis. Mais le casque refuse de s'allumer. Le voyant de la batterie clignote en rouge. Il éclate d'un rire nerveux tant la mise en scène est grossière. Il n'a jamais oublié de recharger le casque après chaque utilisation. Ce gadget était donc truqué depuis le début, pilotable à distance par Yorg ou par le système d'IA ou par n'importe qui dans le secret.
Le grand parallélépipède couleur rouille de l'unité Al-Khaf apparaît sur la ligne d'horizon. Moins d'un kilomètre avant le contact, et il remarque déjà la présence d'un comité d'accueil, les jeeps bleutés de l'équipe de Sergio, des hommes en tenue d'intervention, avec leurs gilets bardés de gadgets qui deviennent visibles lorsqu'il est suffisamment près, bâtons, spray, taser, serflex. La jeep décélère et s'arrête à une vingtaine de mètres des hommes. Conscient qu'il n'a pour l'instant rien qui lui permette de faire face, Valérie reste dans l'habitacle climatisé. Ainsi, les autres ont le temps de baisser en agressivité, de sentir s'éroder la tension qui a culminé quand ils ont vu arriver la jeep du suspect. Certains hommes ont des fusils qui tirent des munitions en caoutchouc. Ont-ils pour ordre de le passer à tabac? Résigné, il se résout à un plan d'action simple. S'il me casse un os ou qu'il me prenne un œil ou une oreille, j'en plante le maximum avant de crever. Pour le reste, il verra. Tandis qu'il affermit sa résolution, une voix surgit dans l'habitacle. « Valérie, sors de la voiture. Ils ne vont pas te toucher. J'ai obtenu une promesse signée. » C'est la voix de Jorg. Bien évidemment, ce péteux de Scandinave n'est pas là. Le danger de confrontation, c'est trop pour son petit cœur de technicien obsessionnel. Valérie sourit, hésite à répondre à son responsable, mais ce serait lui faire trop d'honneur. Lentement, il sort de la Jeep, abandonnant l'émetteur tactique sur le siège passager. Il prend son temps sous le soleil écrasant pour marcher jusqu'au barrage qui se tient entre lui et l'entrée de son unité d'habitation. Il détaille chaque homme, le positionnement des corps, les airs sur les visages. Dans le coffre d'un des pick-up, il aperçoit des boîtes en carton, une grande et une petite, les mêmes qu'ils avaient commandées avec Lindsay au moment de leur déménagement. Il comprend aussitôt qu'Al-Khaf n'est plus son unité d'habitation. Le bas du visage gobelinesque de Sergio, lui de tout son sébum dans la lumière crue du désert, ses yeux et le haut de son nez sont à l'ombre de la visière de sa casquette Security. Il sourit à pleines dents jaunes. Mauvais. Si ce fils de pute a gagné une promotion, pense Valérie, il devra se faire refaire le portail. « L'Ukrainien, il semblerait que tu doives chercher du travail. Mais pas ici. Parce qu'ici, on veut plus vraiment de toi. Je suis navré, bien sûr. » Le plus fidèle des sbires de Sergio, un grand brun au front étroit, ricane à la boutade de son patron. Valérie ne montre pas qu'il est affecté, mais il l'est tout de même. Il sait rester neutre face à l'adversité, mais là, c'est quand même Sergio, cette limace stupide qui lui annonce qu'il a tout perdu. Ça rend le moment laid, plus désagréable qu'il n'a besoin de l'être. Heureusement, il n'a pas à poser de questions pour que l'autre se déverse et lui explique tout, comme un mauvais méchant de film. Un rapport produit par HSS, remettant en cause la viabilité du système de défense par autruche sur les plans économiques et légaux. La loi, ça évolue tout le temps, l'Ukrainien. Moi, j'y connais rien, mais pour la machine, c'est aussi simple que 2 + 2. Et elle s'est pas privée pour le faire savoir à ton boss. Les autorités de la ville, assistées par l'intelligence artificielle centralisée, ont créé un faux dossier d'attaque prévoyant de donner à Sergio et à son équipe plus de prérogatives dans le futur dispositif de sécurité. Réduction des coûts. Pour moi, ça change pas trop, l'Ukrainien. Mais je me rapproche de la ville. Et mes hommes aussi. Je comprends. Après calcul, ils ont dû conclure que garder des débiles aux ordres serait moins cher et plus stable qu'avoir des gens qui savent réfléchir. La réplique de Valérie blesse Sergio ainsi que ses hommes. C'est l'effet recherché, le piquer, le pousser à donner plus d'informations. C'est vrai que ça t'a beaucoup servi, ton gros cerveau. Y a qu'à voir où t'en es. Là, prêt à te faire conduire à l'aéroport avec tes affaires. Sainte mère, la ville a même pas jugé utile de t'acheter des valises. Tu réalises, l'Ukrainien? Tu vas devoir te démerder. Seul, parce que ta copine, elle reste ici. Je sais pas pour combien de temps, bien sûr, vu qu'elle gagne pas d'argent. Mais ils vont bien lui trouver un travail. On trouve toujours du travail pour les gonzesses. À nouveau, le sbire du sbire part dans un rire caverneux et il est suivi par d'autres sbires. Le sang de Valérie ne fait qu'un tour, ses poings se ferment automatiquement. Courir en avant, faire un pas de côté juste avant le contact, tirer sur son pantalon, envoyer un coup de pied dans les couilles de Sergio, suivi d'une lame plantée dans l'œil. Non, ça ne fait pas partie du plan. Soudain, la rage et le désespoir font place dans l'esprit de Valérie à un bruit blanc, une forme de silence mental dont il a l'impression que la vibration se répercute au-delà de son corps, retransmise par les dunes. Il titube, tombe même au sol un bref instant, pose un genou à terre. « Ah, c'est que t'es un sentimental, l'Ukrainien. Je me le suis toujours dit, les mecs mignons, c'est des sentimentaux. Et t'es un mec mignon, l'Ukrainien. T'aurais pas fait la guerre, t'aurais fini en poster dans la chambre des adolescentes, avec tes beaux cheveux. » C'est le genou droit qui a touché le sol. La descente n'est pas choisie,
Sa tête bourdonne, il sent ses forces fluctuer. La main de Valérie n'est qu'à quelques centimètres de son poignard. Un premier coup dans le testicule, un second dans le pli de laine de Sergio, et il n'aurait plus qu'une dizaine de secondes de conscience avant de s'évanouir et de se vider paisiblement de son sang sur le sable brûlant devant l'unité d'habitation. Valérie se ressaisit. L'étrange sensation mentale disparaît. Un moment de clarté. Il se relève. « J'ai la migraine, c'est tout. » « Et dis-moi, le prince arabe, il vient faire quoi là-dedans? C'était quoi, lui, son job? Il est un peu pédé, lui aussi, non? Comme toi? C'est pour ça qu'il voulait me voir. » Sergio est de nouveau touché. Il serre les dents, lève les épaules en reculant sa tête comme un boxeur, ce qui accentue son double menton recouvert de poils coupants. Il aimerait laver son honneur, mais la scène est filmée et enregistrée. Il le sait. Il se fait une raison. Valérie en est aux insultes. C'est l'arme du perdant. Alors qu'il s'apprête malgré tout à répondre, un de ses hommes annonce « Boss, on a une alerte au niveau du refuge des oiseaux. On a dû envoyer une équipe. » Sergio tourne la tête lentement vers l'homme qui semble paniqué par ce qu'il entend dans son oreillette. Il sourit triomphal. « Ces putains d'oiseaux de malheur. J'espère qu'ils vont pas les garder pour faire joli dans les restos ou les jardins. J'espère qu'ils vont les buter. Tous. Et qu'on se fera une grande soirée grillade. Mais sinon, l'Ukrainien, je sais pas qui tu parles quand tu dis le prince arabe. Forcément, tu sais pas tout, tu exécutes. C'est ça, fais le malin. En attendant, c'est toi qui t'es fait engueuler parce qu'il manquait un prisonnier. Pas moi. Mon contact. Boss, l'interrompt l'homme à l'oreille. Ta gueule? Une minute, tu veux bien? Alors Valérie, c'est bien toi qui as eu des problèmes avec le prisonnier. T'as rien vu venir. T'as estimé que c'était au-dessous de toi, compter les prisonniers. Donc ton petit cerveau de génie, laisse-moi te dire que je me torche le cul avec. Puis, après quelques secondes d'un silence pesant durant lequel il constate que ses insultes n'ont eu aucun effet, Sergio revient à lui et se tourne à nouveau vers l'agent qui lui parlait des oiseaux. « Parle, je t'écoute » ordonne-t-il sèchement. Mais l'autre n'a pas le temps de répondre qu'un cri résonne dans le désert. Aux extrémités du barrage, les autruches accourent et commencent à s'attaquer aux hommes. C'est une charge inattendue, violente. Certaines se jettent à deux sur le même membre de la sécurité, pattes en avant. Elles visent le foie, le plexus, les tempes. Un des hommes de Sergio s'est fait mordre à l'arcade sourcilière par une autruche qui le tire dans le sable. Il a laissé tomber son fusil et essaie, des deux mains, de faire lâcher le bec de l'animal qui l'emporte par à-coups secs. Les oiseaux ne sont pas là pour faire des prisonniers. Ils sont venus combattre pour Valérie, qui passe 3 longues secondes sans réagir, essayant de comprendre la situation. Sergio aussi a eu un moment d'arrêt. Il sautille d'un pied sur l'autre, les bras écartés, impuissant face à ces hommes qui sont mis hors service les uns après les autres. Ceux qui tiennent encore debout tentent de fuir vers l'unité d'habitation, de se faufiler entre deux parois dans l'espoir que les autruches ne puissent pas les attraper, mais les oiseaux sont intelligents, ils donnent priorité aux fuyards. Valérie se retrouve dans le dos de Sergio. Il aimerait le tuer manuellement. Cela ne lui rendrait rien, ni l'INSEE, ni son poste à Neom. Mais ça lui ferait du bien de participer au carnage, à sa façon. Il étudie les cibles à frapper. Tuer à main nue est trop long, trop compliqué, surtout avec des gabarits compacts comme Sergio. La scène est toujours filmée et s'il plante Sergio, il n'aura même pas le luxe de pouvoir prendre son avion pour quitter l'Arabie Saoudite. Il mourra transpercé dans le désert. Les mitrailleuses, sous la tôle, sont prêtes à sortir leurs fins canons et à faire feu au premier acte de violence létale commise par un homme. L'idée, géniale, lui vient alors. Elle semble folle, mais il se doit de l'essayer. En cet instant, il a l'impression que c'est tout à fait possible, qu'il n'a plus besoin du casque. Alors il se concentre et donne l'ordre aux oiseaux de tuer Sergio. L'état de vide mental, le bruit blanc mettent encore quelques secondes pour arriver, mais ils arrivent. À cet instant, 4 de la douzaine d'autruches qui étaient en train de soumettre les hommes de Sergio laissent leurs victimes et convergent vers l'Italien. « Non, attendez, attendez !» hurle Sergio comme si les oiseaux parlaient sa langue. Le premier coup à la tête est violent, le désoriente, bientôt suivi d'un deuxième. Une fois qu'il est à terre, les autruches s'organisent naturellement l'une après l'autre pour continuer de lui marteler le crâne. Du sang commence à couler des oreilles de Sergio, son corps a des spasmes lorsque les coups de bec atterrissent sur sa nuque. Devant l'unité Al-Kaf, Valérie ignore tout de la suite. Il remarque simplement que le système n'a pas été reparamétré pour empêcher les autruches de nuire à des humains. Les oiseaux ont une dérogation qui fait partie du programme. On n'a pas jugé bon de commander à l'IA de surveiller leurs gestes. C'était la responsabilité de Valérie. Impassible, les caméras filment l'équipe de sécurité se faire tailler en pièces par les autruches.
Sergio est pour l'instant le seul à connaître la mort. Les autres ne sont pas tués, mais gravement estropiés. Un cas de figure imprévu, impossible à résumer en suite de commandes. L'intensité de la bataille diminue et Valérie commence à réfléchir à l'après. Foncera-t-il vers l'aéroport ou restera-t-il avec les autruches? Les oiseaux seront en danger. Ils ne l'ont pas abandonné, il ne se voit donc pas les abandonner en retour. Pourrait-il, à leur tête, livrer une guerre à la ville? Il en doute. Le système est trop rapide à reparamétrer, surtout si Jorg est dans la salle de contrôle, et Jorg est certainement dans sa salle de contrôle. Il s'autorise quelques instants de répit, boit une longue gorgée à sa bouteille d'eau restée dans sa main gauche. Il contemple la scène. 2 minutes plus tôt, ces hommes l'encerclaient, se délectaient de lui causer du tort. Maintenant, ils sont à terre. Leur chef est mort, ou proche de l'être. Et les autruches, qui arpentent le champ de bataille en dodelinant de la tête, attendent ses ordres.